Il faut connaître où on vient pour savoir où on va, n'est-ce pas? Fomessa 2. Encho, et yo Fomessa 2 mbelo. Yo, c'est Chris. Ici c'est le groupement Fomessa 2. Un des groupements de villages emblématiques de l'arrondissement de Bawa, au département du Honkam, dans l'ouest du Cameroun, avec pour éloge Encho et en repos Siale, ou Encho et en repos Gameni. Aujourd'hui, nous vous emmenons à une extraordinaire balade à la découverte du groupement Fomessa 2. Un groupement de 6 villages avec la chute Boué, dont le versant du Mungo est appelé la chute Kokam, le village de la jungle, le cours d'eau Sénat avec ses cascades, la montagne Kabash au de 150 mètres et une extraordinaire chefferie de 2e degré. Allons-y. Fomessa 2 est l'un des anciens groupements de villages du département du Honkam avec 11 générations de chefs. Son immense superficie de 12 km² fait de lui un village potentiel de la région. Dans l'arrondissement de Bawa, département du Honkam de la région de l'ouest du Cameroun dont il est situé, il est une mer nourricière avec son agriculture en pleine expansion pour une population de presque 4000 habitants. Ici, c'est Boué. La majestueuse chute Boué, dont l'autre versant est appelé la chute Kokam dans le Mungo, est plus largement. Cette chute d'eau, brute et imposante, se dresse au cœur d'une vaste forêt tropicale, offrant un spectacle naturel à couper le souffle. La chute Boué, la Fomessa 2. C'est dans ce décor sauvage et impressionnant qu'a été tourné le célèbre film Tarzan dans les années 1984, une œuvre cinématographique qui a contribué à faire connaître ce site exceptionnel au monde entier. Fomessa 2, la réalisation d'un extrait du film Stop, la légende de Tarzan. Parlez-nous de cet événement qui s'est passé dans votre village. Je me souviens que l'équipe qui avait tourné ce film pour montrer toute l'importance de ce film avait réquisitionné à l'époque un grand hôtel de Douala où tout son effectif avec tous les équipements était descendu. Alors louer tout un hôtel à Douala, et ça montre la taille de l'importance de ce film. Et je me souviens que le réalisateur avait reconstitué sur le site de chute de Konkam un décor fantastique. Les populations étaient émerveillées de voir en os et en chair le Tarzan qu'on voit seulement sur les écrans. De voir des acteurs en train de travailler et de voir toute l'équipe de tournage, parce que c'est une équipe fantastique, avec tout ce que vous pouvez imaginer comme composante pour la réalisation d'un film, d'un grand film. Donc, les populations étaient très impressionnées et ont été très sensibles au fait que les acteurs les avaient intégrés pratiquement dans le tournage de ce film. La commune de Bawa voudrait, en relation avec la région, essayer, et avec le gouvernement bien sûr, essayer de faire de ce site un site qu'on appellerait site Tarzan. Depuis, la chute Boué est devenue une fenêtre ouverte sur le tourisme international, attirant visiteurs, cinéastes et amoureux de la nature. Le cours d'eau calme qui alimente ces chutes joue également un rôle géographique important. Il marque la frontière entre deux départements, le Honkam, où nous nous trouvons, et le Mungo de l'autre côté. Nous avons le Mungo, département du littoral,
Et l'autre versant, nous avons Ouest. Entre la puissance de l'eau, la richesse de la forêt et le souffle de l'histoire, Boé est bien plus qu'un simple lieu. C'est un trésor naturel et culturel du Cameroun dans le groupement Fomessa 2. Jungle Village, village de la jungle. Jungle Village, joyau caché près de la chute Boé du groupement Fomessa 2. Non loin de la majestueuse chute Boé se trouve un lieu enchanteur nommé Jungle Village, ou encore village de la jungle. Ancien réserve forestier abandonné, Jungle Village renaît aujourd'hui comme un véritable sanctuaire écologique et culturel. Et nous sommes ici au site mystico-culturel de Mboué, appelé Jungle Village. Donc je suis le représentant traditionnel. Nous sommes à Jungle Village, village de la jungle. En fait, village de la jungle. Oui, Jungle Village, le village de la jungle, c'est parce que ce site, c'était une réserve forestière. Avant l'époque coloniale, on l'appelait la réserve forestière Sénankam. C'était juste vraiment abandonné dans une forêt, la forêt équatoriale, comme on l'appelle, le prolongement de la forêt de Yabassi, n'est-ce pas, dans le Onkam Sud, et qui continue jusqu'à dans le Mungo, dans la zone de Majibo, de Monko, en traversant la chute de Kankan. Alors nous avons pensé qu'il fallait appeler Jungle Village de la jungle, parce qu'on n'avait même pas de route qui arrivait ici. C'était pour la promotion de l'écotourisme. Village de la jungle aussi parce que nous sommes accrochés à nos us et coutumes traditionnelles. Il n'y a presque aucune forme de développement. C'est du matériau provisoire que nous avons utilisé pour aménager le site. C'est des fosses qu'on appelle communément des étangs traditionnels, n'est-ce pas? C'est du lieu sacré traditionnel, conformément au rite Bamineke Mbo, c'est ce que vous allez remarquer. C'est beaucoup plus des milieux qu'on appellerait en science des sites géologiques ou géodynamiques. Parce que vous allez découvrir par moments des canaries incrustées dans le rocher. Et comme je l'ai dit tantôt, le site, c'est sur un rocher couché, sur près de 3 km. Et ce rocher couché a reçu la visite d'un cours d'eau qui est venu passer au-dessus. Ça, c'est naturel. Des arbres qui poussent carrément sur la pierre, comme là où on est là. Nous sommes comme ça sur un rocher. Et voilà un arbre qui a poussé seul, personne ne l'a planté. Le site s'étend sur près de 3 km, posé sur un immense rocher couché. Un cours d'eau naturel le traverse, apportant fraîcheur et vie à cette terre verdoyante. Ici, les arbres jaillissent des rochers avec une puissance tranquille qu'on pourrait appeler la force discrète de la nature. Ce village hors du commun est ouvert à tous. L'accueil se fait par les chants envoûtants des griots, messagers de l'âme ancestrale. Leur musique résonne dans la vallée et guide les visiteurs vers l'inconnu. C'est un site unique, bercé par la nature, où chaque recoin raconte une histoire. Qu'à l'époque, quand les Allemands faisaient la route et Konkam jusqu'à Bana, on appelait ça les travaux forcés, la route allemande. Dans chaque localité qu'ils passaient, ils obligeaient, n'est-ce pas, la population à travailler. Ils étaient obligés de travailler. C'était, comme on appelait en anglais, le Ngundu Walk, les travaux forcés. Alors, le problème au niveau du village Mboué de l'époque, c'est que chaque fois qu'ils passaient, ils ne voyaient personne. Il y a une prêtresse de cette localité, ça c'est une histoire peut-être de 3-4 siècles, il y avait une prêtresse qui voilait tout le village. Et la population était là et les blancs ne voyaient personne.
Un jour donc, les enfants du village, certains enfants sortent du voile mystique et les Allemands les découvrent et s'aperçoivent que la localité était vraiment habitée. Bon, comme ils ne pouvaient pas voir les grandes personnes qui habitaient la localité, ils sont fâchés, ils ont ramassé tous ces enfants, les assassiné et les entassé sur ce rocher. Alors parmi les enfants que les Blancs avaient assassinés, avaient ainsi massacrés, se retrouvait l'unique petit-fils de la prêtresse. Elle n'avait que cet enfant pour toute personne dans la vie. Quand les Blancs sont partis, le voile, la prêtresse a fait partie du voile et a découvert qu'on avait massacré les enfants, y compris son fils. Alors, elle s'est déshabillée et s'est couchée sur le corps de ses enfants. Alors la légende dit que l'eau était remontée du bas et les avait ensevelis. On n'avait plus vu aucun corps. Ce qui fait que ce site par moment devient très compliqué. Quand vous arrivez par ici, quelquefois, vous pouvez entendre les gens jouer la musique, vous pouvez entendre des gens faire aspirer l'odeur d'une bonne cuisine qu'on est en train de faire. Et si vous avez d'autres yeux, vous pouvez voir des gens danser. Mystique, mystérieux, traditionnel et tout simplement magnifique, Djungue Village est un lieu qui touche l'esprit autant que le cœur. Chaque pas vous mène vers un secret. Chaque regard offre une merveille. C'est un endroit à visiter absolument, un véritable trésor naturel et culturel à préserver. Sena, perle naturelle de Fomessa 2. Envolons-nous vers Sena, un véritable joyau niché au cœur du groupement Fomessa 2. Ce site touristique d'exception séduit par la beauté brute de son paysage et la richesse de son environnement naturel. Sena, avant tout est un cours d'eau majestueux, frontière entre Fomessa 1 et Fomessa 2. Il serpente à travers la végétation luxuriante et dévoile à son parcours une série de merveilles. Pas moins de 5 cascades principales, accompagnées de plusieurs mini-chutes, formant un spectacle à couper le souffle. L'aspect de Sena est tout simplement époustouflant. Les eaux claires qui dévalent ces rochers, la fraîcheur ambiante, les sons apaisants de la nature, d'où il respire le merveilleux. Chaque cascade est une invitation à l'émerveillement et chaque recoin une vertu vivante de la beauté originelle de la nature. Sena, c'est bien plus qu'un simple site touristique. C'est une expérience, une rencontre entre l'homme et la nature, entre le silence et le fracas des eaux, entre deux terres unies par un même trésor. La richesse végétale de Fomessa 2, entre tradition et industrie locale. Le groupement Fomessa 2 ne se distingue pas seulement par ses paysages touristiques à couper le souffle. Il est aussi une terre de richesse végétale, où la nature est mise en valeur à travers des savoir-faire ancestraux et une activité économique bien vivante. Parmi ces trésors, l'huile de palme, appelée localement l'or rouge, occupe une place centrale. Produite en grande quantité, elle est le fruit d'un travail minutieux et organisé. Faisons un tour dans un pressoir, cœur battant de cette industrie locale. Ici, tout un processus s'active. Nous sommes au pressoir de Fomessa. C'est ici même l'origine des huiles que nous voyons généralement sur le marché. Ça, ce sont les noix. Allons-y. Alors, bonjour. Bonjour. Ça, ce sont les noix. Effectivement. Et quel est le travail que vous effectuez en ce moment? Nous avions assemblé les régimes. Nous sommes à la phase du dépiéçage. Lorsqu'on dépièce, on l'entasse là. Auparavant, quand on dépiéçait, on ramassait graine par graine. De nos jours, nous avons un peu évolué dans les processus. Oui. Quand on dépièce, on entasse là. Ça devient tente. On trie les piquants. Oui. On jette de côté et on prend le tamis, on dépose là avec le seau. On le balance, on sépare des bons grains, des saletés, des pulpes que vous voyez de l'autre côté là. Ah, bien. Et on met dans le sac. Je peux mettre jusqu'à 10 à 14, 15, même 20 feux. En un jour? En un jour. Lorsque je le mets au feu, nous avons aussi développé dans les presses, on n'utilise plus le bois.
puisqu'on abattait beaucoup des arbres. Nous avons dit que nous n'allons plus abattre les arbres. Donc Dieu nous a donné grâce. Nous utilisons les écorces des palmistes qui sortent dans cette noix. On le met là. C'est piquant là? Non, les écorces. Comme ça, les écorces des palmistes. Ah oui, d'accord. Donc lorsqu'on prépare la noix, oui. les coques. Les coques, effectivement, les coques de palmistes. Les coques de palmistes. Oui. C'est avec ça que nous préparons la noix pour ne plus abattre les arbres. Lorsqu'on pose les coques au feu, on met l'étincelle, on branche le soufflet électrique, ça souffle, on a le feu. Et un fût de noix, ça se prépare au maximum 30 minutes. Après les 30 minutes, on le verse dans la machine. La machine a au maximum 15 minutes pour le presser. On extrait l'huile. Donc, pour extraire un fût, nous avons au maximum 40 minutes pour avoir l'huile consommable aujourd'hui. Et si on entrait un peu dans le système économique, nos 14 fûts ou bien nos 10 fûts, pour donner combien de litres d'huile consommable? Bon, si j'ai 14 fûts avec les graines sélectionnées, comme Majesté nous apporte ça ici au village, les graines sélectionnées venant de l'Irak, un fût nous donne généralement 60 litres. Donc vous pouvez... 10 fûts, nous sommes à 600 litres. Donc quelqu'un peut produire 600 litres d'huile en un jour. En un jour. Comme vous avez vu les fûts tout à l'heure stockés au pressoir, là, les tonneaux plastiques là, quelqu'un peut facilement produire économiquement avec la valorisation de notre huile qui est l'une des produits rares. Puisque nos huiles sont différentes des autres huiles. Les autres huiles, l'huile qui vient de Bafa, de Banwa principalement, sa couleur, sa variété, avec sa particularité très rare. Pour le moment sur le marché, une tine, c'est la meilleure. Et nous vendons sur le terrain la tine à partir de 13-14 000 $. Nous n'avons pas encore de prix standard. Nous parlons ici, la tine c'est 20 litres. C'est 20 litres, effectivement. Des noix de palme soigneusement récoltées, en passant par leur cuisson, leur pressage, jusqu'à l'obtention de cette huile rouge et épaisse parfumée, symbole culinaire et économique de la région. Nous sommes ici au pressoir. Alors comment ça fonctionne ce pressoir avec votre guide? Oui. Au niveau de la presse, après avoir trié donc la noix, il y a ici l'arrivée. Et la presse est divisée en 3 parties. Il y a la cuisson là. Et donc ce que nous avons derrière nous, la cuisson. C'est la cuisson. Et maintenant, pour la cuisson, on a un souffleur. Oui, donc ça veut dire qu'un moteur, un ventilateur en fait, qui souffle dans le tuyau. Et il y a des petits tuyaux en bas des fûts. Et pour les combustibles, on utilise les coques les coques des noix. Oui, des noix. Donc on n'a plus encore les arbres pour faire le bois. Le rôle du souffleur, c'est quoi? Son rôle, c'est de pomper l'air. Pour que le feu soit... que l'air a besoin de... le feu a besoin de l'oxygène. Pour mieux... pour mieux donner. Oui, pour mieux donner. Donc, lorsqu'on finit donc de préparer, on sort maintenant la noix pour aller à la presse. Donc maintenant ici, la noix est déjà prête, on la sort. Oui, on la sort pour aller à la presse. Et on va à la presse. Oui. Et aussi, la deuxième partie de la presse est composée d'un moteur diesel. Un moteur diesel? Oui. D'un pompe. Attention. Et d'un malaxeur. Oui. Voilà la deuxième partie de la presse. La troisième maintenant, c'est là où on recueille dans l'huile. On verse l'huile là-bas. Oui. Voilà maintenant ici, nous sommes ici à l'huile, la réception de l'huile. Ok. Donc, là c'est dans le malaxeur, ça boit bien. Et on recueille l'huile ici. Et l'huile est transférée dans les pousses. Et c'est à partir de ces pousses là maintenant qu'on ramasse l'huile pour aller faire cuire.
Et après avoir ramassé l'huile, ça repart où? Ça repart encore au niveau du foyer. Au début? Oui. Pour sucer de l'eau? Oui, pour faire sortir de l'huile déjà consommable. Oui. Ici là, c'est encore le cas brut. Oui. Il y a encore de la saleté à l'intérieur, mélangée avec de l'eau. Bon, maintenant, on retourne donc au niveau au point du départ. Oui. Pour faire chauffer maintenant l'huile. Oui. Et extraire la saleté et les déchets et recueillir rien que l'huile propre. Oui. Prêt à consommer. Oui, prêt à consommer. Oui. Après avoir fait cela, on retire les parmi les tutos. À ce niveau. Les tutos de parmi. Oui, ça sort par ici. Oui. Les tutos de parmi, ça sort donc par ici. Ah oui. Donc, on pourrait dire que si c'est un séparateur, voilà. Lui sort de l'autre côté, le tuto de parmi sort aussi. Oui. Et ces tutos de parmi sont utilisés, je crois bien, à la provenderie. Bon, disons, il y a encore d'autres étapes à passer avant d'arriver à la provenderie. Parce que ici, c'est encore à l'état très brut. C'est meilleur que lorsqu'on fait sortir ici, on tire d'abord les trucs et les familles. Donc, la quatrième partie, au niveau de la pêche, c'est le séchoir. Oui. Bon, comment, et ça c'est quoi pratiquement? C'est des bancs. Ce sont les pulpes de... Les pulpes de palmis, oui. des noix. Non, de la noix. Oui. Oui. C'est à ce niveau-là que le jus est sorti. On a extrait le jus ici. Oui, bon, et maintenant, ce sont les pulpes. Bon, ça nous sert également à activer le feu. Activer le feu, oui. Effectivement. Ça nous sert aussi à engraisser le porc. Ah bon, donc le porc mange ça aussi? Le porc mange. Oui. Lorsqu'on trie déjà, là, on sépare donc ces pulpes des palmis. Des palmis. Oui. Et nous avons ça maintenant dans... Ça c'est autre étape après. C'est autre étape. Et là, quand nous avons ces palmis, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on concasse et on le lave là-bas. De l'autre côté. De l'autre côté. On concasse avec... non, il y a une machine bien spécialisée pour concasser les noix. Les palmis. Les palmis, c'est pour moi. Et après avoir concassé, je crois qu'on obtient ceci. Bon, maintenant, c'est là. Là, c'est à laver. C'est déjà lavé. Oui. Maintenant, il faut maintenant qu'on le sèche pour pouvoir tamiser les petits déchets qui sont là. Je comprends. Pour que ça soit propre. Voilà. Là, c'est propre maintenant. On le transforme maintenant dans une autre huilerie. Dans une autre étape. Dans une autre étape pour obtenir cette fois-ci, je crois bien. De l'huile de palmis. C'est toute une industrie. Ben, c'est toute une chaîne. Et il y a plusieurs personnes qui travaillent avec l'or rouge, comme on l'appelle ici couramment. Mais c'est pas tout. Le processus se poursuit avec le concassage des palmis. Ces numéros durent au centre du fruit pour extraire une autre richesse, l'huile de palmis, connue localement sous le nom de manyanga. Cette huile plus claire et utilisée pour divers usages prolonge la valeur de chaque fruit récolté. Nous sommes ici, je crois bien, ça c'est l'étape de lavage des palmis. Justement. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe ce processus? Oui. Bon, comme vous voyez, ça c'est les palmis qu'on a séché et puis quand on sèche, c'était 2-3 jours. On casse, ça devient, comme vous voyez, comme vous trouvez là, c'est déjà cassé. Oui. Là maintenant, au moment de lavage, nous creusons la boue. Je veux dire la terre quoi. La terre. Oui, on trempe, comme vous voyez ici, on a trempé, ça se ramollit. Oui. Et puis nous essayons maintenant de tourner ça sous forme de pâte pour que ça devienne un peu lourd, un peu pâteux comme vous trouvez. Là maintenant, nous ramassons les palmis avec les coques mélangées avec les coques là, nous versons à l'intérieur, nous tournons. Là, les palmis montent et puis on ramasse, on remet ici pour rincer. Là maintenant, quand les palmis montent au-dessus de l'eau, les coques descendent. Oh. Oui, quand les coques descendent maintenant au-dessous, après avoir ramassé tous les palmis, nous enlevons maintenant les coques, on reverse là, ça nous permet, ces coques là nous permettent soit d'arranger les routes, comme vous voyez, c'est un peu accidenté là. Oui. Et c'est que même comme là nous permettent aussi encore de préparer encore la noix. Oui, pour faire le feu. Effectivement. Justement. Effectivement. Et maintenant, bon, donc c'est cette boue qui permet à ce que les palmis vont en haut et les coques vont en bas. Justement. Et cette activité-là, nous venons de découvrir ça. Puisque, bon, à l'époque, nous, on pouvait concasser les palmis comme vous trouvez là.
on prenait beaucoup de temps pour trier avec les mains. Oui. Oui, on pouvait trier le tas que vous trouvez là-bas là, comme ça pendant 2 à 3 semaines. Et à l'époque là, nos parents avaient souvent l'habitude de nous donner la punition comme bon, tu vas rester à la maison tant que tu ne finis pas de trier les parmis là, tu ne manges pas avant de dormir. Bon, à un moment donné, on était parti quelque part dans un village voisin. Une maman, une grand-mère avait concassé ses parmis laissés dans la cour. Oui. Il a plu tellement et maintenant, quand la boue est venue maintenant trimballer les parmis mélangés avec les coques, aller maintenant jeter quelque part dans la rigole. La maman a dit maintenant que comme la pluie a fait comme ça, je ne peux pas abandonner mes parmis dans ça. C'est là où la maman aille maintenant ramasser les parmis avec les colas mélangés dans l'eau. C'est là où on a eu maintenant ces tactiles-là. C'est là où on trouve, la maman voit les parmis monter en haut, les coques descendent en bas. Il dit que merde, nous souffrons chaque temps de trier les parmis. C'est là où maintenant, cette tactile-là, maintenant, ça a évolué aujourd'hui. Je crois que ça date peut-être un truc de 5 à 6 ans aujourd'hui. Les pressoirs nombreux à Fomessa 2 témoignent de l'importance de cette activité dans la vie locale. Ils sont à la fois des lieux de travail, de rencontres, de transmission de savoir-faire et de la fierté communautaire. Fomessa 2, c'est une terre de nature, de culture et de richesse végétale, transformée avec passion et ingéniosité. Le petit marché du jeudi à Fomessa 2, un rendez-vous de saveurs et de tradition. Une fois l'huile rouge extrait avec soin dans les pressoirs de Fomessa 2, elle prend le chemin du petit marché hebdomadaire du groupement. Ce marché, modeste par sa taille, à peine 20 mètres de long, est pourtant riche en couleurs, en senteurs et en vie. Chaque jeudi, les habitants se retrouvent dans ce lieu convivial pour vendre, échanger et partager. On y trouve l'huile rouge fraîchement produite, mais aussi la récolte du village proposée à des prix accessibles à tous. Maïs, régime de bananes, ananas juteux, piments piquants et bien d'autres produits du terroir remplissent les étals dans une ambiance animée. Ça, ce sont les francs. Nous avons ici. Alors, ici au marché, ça coûte combien de trucs comme ça, le balai? Je dis que 200 mon père. Combien faut prendre l'argent vraiment? Si tu donnes 100 francs, je prends. Si tu donnes 200, je prends. Ça, c'est le condiment long? Oui. D'accord. Et vous vous dites combien ça dans quoi? Légumes, fruits d'arôme. Même la sauce blanche. Même. Et ça coûte combien ça? Comme ça, c'est ça. Le sac, c'est comme ça. Ils sont les où, apparemment? Et ça, combien ça? 1000 francs. Et les autres? 2000. Et ça, c'est quoi? C'est le gel, ça se voit partout ici. Et ça, je crois que c'est pour là-haut. Et pour ceux qui souhaitent vivre une véritable expérience culinaire, un petit point de dégustation a été aménagé. Là, les visiteurs peuvent savourer leur repas fait maison, préparé avec les produits du marché. C'est un moment d'échange, de découverte et de plaisir simple au rythme du village. Le marché de Fomessa 2, c'est plus qu'un simple lieu de commerce. C'est un espace vivant de tradition, de solidarité et de goût où chaque jeudi devient une fête discrète de la ruralité camerounaise. La vie scolaire dans le groupement Fomessa 2 est présente. Ici, nous sommes au CES bilingue de Fomessa 2 dans le groupement Fomessa 2. Le collège d'enseignement secondaire CES bilingue de Fomessa 2, situé dans le groupement Fomessa 2, est un établissement qui accueille les élèves de la classe de 6e en 3e. Créé en 2012, il a vu à sa tête son premier directeur, M. Nana Jean-Paul. Depuis sa création, 3 directeurs se sont succédés à la direction de l'établissement, chacun apportant sa contribution à l'évolution du collège. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Alors, c'est le CES du village Fomessa 2 a été créé en quelle année? En 2012, août 2012. En 2012. Et qui était le premier directeur de cet établissement scolaire? Monsieur Nana Jean-Paul. Monsieur Nana Jean-Paul, on pourrait dire votre prédécesseur. Alors, non, comment... après lui, il y a eu Monsieur Taboué.
Je suis Taboué Pierre, que j'ai remplacé. Ah, d'accord. Vous êtes le premier directeur, Je suis le le troisième troisième. directeur de ce CES. Alors, monsieur le directeur, comment se déroulent comment en quelque sorte, comment se déroulent les études dans ce CES bilingue de Fomessa? J'avoue, là, pour la session anglophone, dans un premier temps, dans les archives, elle avait fonctionné. Et entre-temps, on l'a fermée pour les problèmes d'effectifs. C'est la session francophone qui fonctionne à merveille. Et concernant de l'éducation, de cette formation des enfants, les cours se déroulent normalement dans la section francophone. C'est vrai, il y a eu beaucoup de difficultés. Nous avons plus de professeurs anglophones que de professeurs francophones dans cet établissement. Ça fait qu'on fait recours à la langue étrangère pour enseigner. On adapte certains enseignants dans certaines disciplines parce que les charges ne peuvent pas nous permettre de recruter tous les enseignants dans d'autres disciplines. Et pour cela, nous ne pouvons pas aussi faire partie de ces enseignants parce que la session anglophone est en cours. Et voilà la politique que nous avons menée jusqu'à l'heure. Est-ce que cette politique impacte vos taux de réussite aux examens vis-à-vis des enfants, monsieur le directeur? Je crois très bien. Parce que la langue qu'on a empruntée pour former l'enfant qui, tout le temps, n'a pas été formé en français, quelqu'un a emprunté une langue, il vient, il va faire beaucoup, ils font beaucoup d'efforts, vraiment il faut l'avouer. Mais le résultat, je me dis que si c'était ceux-là, fabriqués dans leur langue, ça pourrait un peu influencer les résultats positivement. Effectivement, monsieur le directeur. Là maintenant, ça nous donne droit aux difficultés. Ouais. Quelles sont les plus grosses difficultés ou en quelque sorte les plus grandes difficultés que vous avez au sein du CES? Ouais. Comme je vous ai dit, l'État fait beaucoup d'efforts, mais à former ça. Nous avons une réelle difficulté, c'est le professeur qui enseigne dans leur langue de formation. Dans leur langue de formation. Vous vous demandez les difficultés. Et effectivement, ces professeurs, après un temps, sont adaptés. Ils enseignent même déjà couramment en français, mais il y a un problème d'électricité ici. Ça fait qu'avec la nouvelle politique, la digitalisation des enseignements, nous avons tous des appareils. Mais la baisse permanente d'énergie fait que nos appareils sont régulièrement tombés en panne. Et c'est un vrai problème. Et nous sommes en train de tendre la main à la hiérarchie ou bien à l'autorité de prolonger le triphasé qui est au niveau de la chefferie, ça arrive au niveau du CES pour pallier à ce genre de problèmes. Alors bonjour. Okay, nous sommes dans votre établissement, le CES bilingue de Fomessa. Comment vous appelez? Chokongo Emaga, Anastasie Carla. Alors Anastasie, vous faites quelle classe? Troisième. Troisième quoi? Espagnol. Troisième espagnol. Qu'est-ce qui vous rend fier de votre établissement scolaire? Ce qui me rend fier de mon établissement, c'est que dans mon établissement, il y a des professeurs qui nous aiment, qui nous font savoir qu'on est vraiment à notre niveau, qui nous encouragent dans tout ce qu'on fait. Quand nous sommes en faute, ils nous aident en beaucoup de choses. Très bien. Quelles sont les difficultés qu'au courant de votre temps que vous avez passé ici au CES, vous avez été face? Bon, nous avons d'abord problème de barrières. Nous ne sommes pas en sécurité ici. N'importe qui peut entrer et passer comme il veut. Donc, nous attaquer au fait. Nous avons aussi problème d'électricité. Il y a des jours qu'on ne peut pas composer normalement selon le programme à cause de l'électricité. Nous avons aussi problème d'eau. Souvent, nous souffrons de la soif. Nous sommes obligés d'aller puiser dans les marigots pour boire. Ce qui nous donne la maladie. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme solution? On doit d'abord nous aider pour amplement construire d'abord une barrière pour nous mettre en sécurité, puis nous mettre à la disposition d'un coup d'eau. Nous pouvons éteindre notre soif. Effectivement. D'une bonne fontaine. Très bien. L'électricité maintenant. Donc nous aider avec peut-être problème de connexion, nous aider à faire fonctionner nos appareils normalement. Alors bonjour mon ami. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Alors vous êtes un élève du CS bilingue de Fomessa. Comment vous appelez? Je m'appelle Dengwen Jongde Renard.
Alors, vous êtes fier de votre CS? Pour le moment, nous n'avons pas manqué des enseignants. Tout va un peu bien aussi. Donc, pour vous, le CS fonctionne très bien comme vous le voulez? Non, monsieur. Donc, pas de difficultés à votre niveau? Nous avons les difficultés. Quelles sont les difficultés que vous pouvez citer? Comme difficulté, il faut avoir... Nous avons seulement 4 salles de classe. Oui. C'est la salle de 6e en 3e. 3e, effectivement. Et nous avons besoin d'un lycée de classe. Donc, vous avez aussi besoin de l'électricité. Alors, à ton niveau, toi, en tant qu'élève, qu'est-ce que tu peux proposer comme solution? Pas une solution que toi, tu pourrais réaliser, mais une solution qu'on peut faire. Solliciter l'aide de l'État. Oui. Qui puisse nous aider pour atteindre cet objectif. Donc, pour pouvoir résoudre les difficultés que vous avez citées tout à l'heure. Vous êtes le président de l'APE de CES bilingue de FOMESA 2. Alors, combien de parents vous avez au sein de votre réunion? Bon, sur les 130 élèves que nous avons au moins 90 parents. 90 parents. Oui, peut-être 40. Alors, vous, en tant que parent, qu'est-ce que vous faites pour permettre à ce que la vie scolaire des élèves au sein du CES bilingue soit de plus en plus simple? Oui, effectivement, l'APE, comme son nom l'indique, c'est juste une association qui est là pour favoriser, n'est-ce pas, la promotion de l'éducation, pour accompagner, n'est-ce pas, le CS dans son fonctionnement. Parce qu'à un moment donné, le gouvernement s'est retrouvé un peu diminué, les budgets de fonctionnement arrivent avec un peu de retard. Les parents doivent essayer de financer, soit de préfinancer, n'est-ce pas, l'acquisition de petites fournitures, de petites choses importantes pour l'éducation, pour c'est pas la formation des enfants. Bon, donc nous essayons au maximum de tout faire pour que les matériaux didactiques soient disponibles, pour que les petits équipements aussi soient là. L'ordinateur quelquefois, comme le filet, pour le sport, et ainsi de suite. Et nous accompagnons les enseignants qui vont faire des petits stages. On accompagne le directeur qui doit être appelé à plusieurs réunions à la fois. Parfois, il peut être handicapé, il n'a pas assez de moyens pour se déplacer. Donc, quelquefois, il nous est arrivé même de soutenir certains enseignants qu'on nous avait envoyés et qui n'avaient pas de salaire. Et on arrivait à leur donner des subsides. On allait payer la location, on allait payer le transport. Cela s'est imposé à nous comme ça. Alors, certainement, vous, en tant que parent d'élèves, vous voulez le bien de votre enfant, de vos enfants, et qui dit bien dit difficulté. Votre association votre association des parents d'élèves du lycée bilingue de FOMESA, de temps en temps, on passe de certaines difficultés. Oui. Alors, quelles sont ces difficultés? Les difficultés sont très nombreuses parce que, vous voyez vous-même, les infrastructures parfois ont été, je ne dirais pas très mal faites, mais ont été faites d'une manière assez approximative. Le sol se dégrade, nous n'avons pas la lumière. On demande un branchement, le réseau de lumière est compliqué, nos appareils que nous payons se détériorent, il y a des courts-circuits, on n'a pas d'adduction d'eau. L'État fait, on finance l'adduction d'eau, on fait venir des gens qui travaillent, l'eau ne coule pas sur le robinet, ça fait trop de problèmes comme ça. Bien que le CS soit officiellement bilingue, le secteur anglophone n'est pas encore fonctionnel. Sur le terrain, de nombreuses difficultés freinent le bon déroulement des activités pédagogiques. Le manque d'enseignants, l'absence de la bibliothèque, une salle d'informatique laissée à l'abandon, le déficit en infrastructures de base, l'absence d'électricité et de l'eau potable, ainsi qu'un manque de clôture pour sécuriser les bâtiments. Malgré ces défis majeurs, les élèves du CES du FOMESA 2 ne se laissent pas abattre. Leur détermination et leur espoir sont palpables. Une fierté sincère se lit sur leur visage et dans leur regard. Celle de faire partie d'une communauté éducative en quête de progrès, animée par le désir d'apprendre et de réussir, quelles que soient les conditions. Vous savez quel voisin du CES de FOMESA 2?
c'est le groupe scolaire privé catholique primaire bilingue Saint-Pierre de Bayon. Le groupe scolaire primaire bilingue Saint-Pierre de Bayon, voisin du CS Fomessa 2, a été fondé en 1958. Depuis sa création, il a accueilli 4 directeurs successifs, chacun ayant contribué à la renommée de l'établissement. Le tout premier, M. Dikouna Victor, il posa les bases de la pédagogie bilingue et de l'esprit de rigueur. Il fut remplacé par M. Mouankak Joseph, le deuxième directeur, qui a poursuivi et renforcé cet élan. Le troisième directeur fut un autre Mouankak Joseph, distinct du précédent, qui a su maintenir l'exigence scolaire tout en animant la vie de l'école. Actuellement, M. Emmanuel Montieu officie comme 4e directeur, apportant souffle nouveau à la discipline et à l'organisation de l'établissement. Alors, monsieur le directeur, en quelle année a été créée cette école? Oui, cette école, comme vous le dites, a été créée en 1958. Oui. Oui. Et qui a officié comme premier directeur dans cette école? Comme premier directeur, il y a eu monsieur Dikouna Victor. Oui. Je ne peux pas me rappeler très bien les périodes dont il a décidé. Oui. Oui, bon, comme deuxième directeur, il y a eu M. Mouankak Joseph. Oui. Qui, pour distinguer, parce qu'il y a 2 Mouankak, toujours Joseph. Oui. Mais le premier Mouankak Joseph, pour faire la distinction, c'est Nze Sassan. Nze Sassan, oui. Pour faire la différence. Oui. Bon, et le troisième directeur maintenant, c'est encore M. Mouankak Joseph. Ah, un autre Mouankak. Un autre Mouankak, oui, qui venait de partir en retraite. Bon, et c'est celui que j'ai remplacé au moins l'année passée. Donc, vous êtes le 4e directeur. Le 4e directeur, M. Montieu, Emmanuel Montieu. Monsieur Emmanuel Montieu, comment se passe l'éducation au sein du groupe scolaire privé catholique primaire bilingue Saint-Pierre de Bayon? Oui, pour commencer, je veux dire que le cycle ici est complet, c'est-à-dire de la CIL au CM2, et ce sont les classes ordinaires, c'est-à-dire qu'on dit, et non pas les classes, ce sont les classes ordinaires, c'est-à-dire que chaque classe a un enseignant. Oui, a un enseignant. Bon, parce que pour revenir au niveau de l'enseignement, l'enseignement se passe très bien. Oui. On dispense les cours, c'est 7h30, 15h. Oui, les maîtresses, les enseignants, ils se donnent à fond. Bon, on fait les évaluations séquentielles et après les évaluations se couronnent par les évaluations trimestrielles. Bon, on fait note, les enfants partent. Le premier trimestre est passé. Et bon, on a fait les évaluations. Bon, le travail était quand même bien. Nous avons eu un taux de réussite de 89%. Et au deuxième trimestre, on a baissé légèrement, on est parti à 88%. Bon, nous, au troisième trimestre maintenant, les élèves sont en train de composer pour le compte du troisième trimestre. Donc bientôt, ils iront en congé. Et je pense que pour ce trimestre, nous allons faire tout pour relever le niveau. Alors, quel est le taux de réussite au CEP? Oui, le taux de réussite au CEP, oui, depuis que celui-là, nous partons à 100%. Oui, 100%. Oui. Félicitations, monsieur le directeur. Déjà pour le 5e année dont je fais là, 100%. Qu'il s'agisse de l'entrée en 6e. Ou du CEP. Oui, du CEP. Alors, certainement, vous avez des difficultés au sein de cette école. Oui, pour les difficultés, elles ne peuvent pas manquer. Vous voyez, au niveau des difficultés sur le plan de matériel didactique, puisque vous voyez, il manque des structures même pour protéger certains documents des enfants. Bon, il y a des caisses, comme nous sommes privés, bon, on ne bénéficie pas aussi tout de l'État comme les autres. Parce qu'il y a des caisses où même les actes de naissance sont protégés de telle manière que s'il y a même des banques qui viennent porter la voiture, bon, ça va, ces documents seront protégés contre les intempéries. Mais nous n'avons pas au niveau des étatiques. Bon, la difficulté aussi, c'est qu'on n'a pas de barrière.
il faut beaucoup suivre les enfants pendant la pause. Vous voyez, les champs c'est libre, il faut être derrière, les surveiller pour les empêcher d'aller un peu partout. Donc, vraiment, pour les empêcher. L'école couvre un cycle complet, du niveau CIL jusqu'au Q-2. La discipline et la rigueur y sont rigoureusement appliquées et les résultats en témoignent. Le taux de réussite au CEP, c'est-à-dire certificat d'études primaires, ainsi qu'à l'entrée en 6e est de 100%, démontrant un véritable engagement pour la réussite de chaque élève. Cependant, l'école doit faire face à quelques difficultés d'infrastructure. Absence de barrières autour de l'enseigne, ce qui pose un problème de sécurité. Manque de caisses de rangement sécurisées pour protéger les dossiers administratifs et pédagogiques. Absence de fontaine d'eau potable sur le site, privant les élèves d'un accès direct à l'eau. Le stade du 16 décembre, situé à quelques mètres du groupe scolaire privé catholique primaire bilingue Saint-Pierre de Bayon, est un véritable lieu de vie et de cohésion pour la communauté. Véritable centre d'animation sportive, il accueille des confrontations footballistiques majeures réunissant les élèves, parents, enseignants et habitants du quartier pour des matchs de gala, tournois inter-écoles. Des moments de divertissement sportif, entraînement junior, matchs amicaux, rencontres festives qui renforcent l'esprit du groupe et promeuvent une vie saine basée sur l'activité physique. Par sa proximité avec l'école, ce stade offre un environnement stimulant pour les élèves de Saint-Pierre de Bayon et du CES. Il leur permet de découvrir le sport de haut niveau, de suivre des modèles actifs, voire de participer aux rencontres organisées. Ce lieu contribue ainsi à l'épanouissement des enfants au-delà de la salle de classe, tout en créant un esprit de voisinage solidaire autour d'un terrain commun. Poursuivons notre balade scolaire dans le groupement Fomessa 2 à l'école publique de Bayon. L'école publique de Bayon dans le groupement Fomessa 2. Fondée en 1961, elle accueille aujourd'hui sa 16e direction depuis sa création. Le premier directeur fut M. Godefroy, pionnier dans l'organisation de l'établissement. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Et en quelle année cette école a vu le jour? Cette école a vu le jour en 1961. 61. Juste après l'indépendance du Cameroun. Et qui était ou bien étaient ces directeurs qui ont bâti cette école à cette époque, ou bien qui ont enseigné juste après sa création? Bon, selon le tableau synoptique, vous savez, moi aussi je viens d'arriver. Selon le tableau synoptique, il s'agit de Godefroy. Godefroy qui fut le premier directeur. Et vous êtes le 40e, vous êtes le 16e directeur de l'école publique de Bayon. Vous avez combien d'élèves au sein de votre école en pratique? En général, bon, pour l'instant, nous avons 138 élèves. De la CIL? Au moins 138. Alors, et quels sont les systèmes scolaires, en fait, du moins, comment fonctionne l'éducation ici? Bon, l'éducation, vous savez, c'est... Comment je vais vous dire ça? Ça fonctionne normalement, sauf qu'avec les petits problèmes là, ça fonctionne bien, malgré toutes les difficultés parmi lesquelles nous avons peut-être le manque criant d'enseignants. Si vous vous promenez dans les salles de classe, vous allez voir qu'on a plutôt jumelé les classes. Donc il y a un manque d'enseignants. Et en plus du manque d'enseignants, il n'y a pas de bancs. Tous les bancs sont cassés. Vraiment, les élites ne nous regardent pas pour pouvoir nous fournir ces bancs et tout. Vous voyez, on a libéré certaines salles. Si vous passez dans certaines salles-là, vous allez voir même un seul banc. Et dans les autres salles-là, le fait de jumeler ces enfants-là, ça fait que ça freine un peu l'évolution de l'éducation ici. Donc ça nous met pas en difficulté de ce problème. Nous avons aussi remarqué aussi le problème de l'adduction d'eau, parce qu'on a trouvé le bon fruit. Oui, voilà, le problème de l'adduction d'eau aussi. Ce qui fait que les enfants ici tombent malades chaque fois parce qu'ils boivent n'importe quoi. Ils viennent avec l'eau à la maison, on ne sait pas si c'est leur propre ou bien. Bon, on se débrouille avec en attendant si le gouvernement ou bien les élites peuvent nous donner un coup de main. Si vous devez promulguer quelques solutions, qu'est-ce que vous pouvez faire? Par rapport à quelques solutions pour l'adduction d'eau? Pour toutes les difficultés que vous avez au sein de l'école publique de Bayon. Bon, pour toutes les difficultés, si on pouvait, ce que je viens de citer là, si on pouvait
Par exemple, si le gouvernement pouvait nous affecter plus d'enseignants ici, et en plus, si on pouvait aussi nous donner un peu de l'eau potable, nous arranger de l'eau potable. Là. Et en plus, il y a un problème de salle de classe. Là. Dans les salles de classe, tous les sols sont délabrés. Nous avons de la terre. Quoi. Oui, la terre. Donc le ciment, on ne voit plus, c'est la terre, c'est tout arraché. Ce qui fait qu'on ne peut même plus mettre le banc là-bas. Si on pouvait arranger. Et vous voyez l'état de l'école sale. Il y a aussi la clôture de l'école qui ne tient plus. Dernièrement, il y a eu la dame de côté là qui est tombée sur un enfant ici. On s'est retrouvé à l'hôpital. L'enfant a fait 2 semaines à l'hôpital parce que ça a broyé tout. Vraiment. Donc, la clôture à l'état, ce n'est plus bon, ça a détruit à recommencer pour prévenir pour la sécurité des enfants. Et en plus, il n'y a pas d'électricité ici. Nous avons un compteur Eniro ici. Mais qui ne fonctionne pas? Nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Oui, on n'a pas. Il n'y a pas de compteur. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y en a pas. Oh, il nous fallait vraiment un compteur Eniro ici. Oui, effectivement, pour faire donner l'électricité aussi. Parce que quand il s'agit de l'informatique, on fonctionne avec l'électricité. Donc on ne peut même pas dire que l'informatique est disponible ici. Donc celui-là, c'est dans le monde que nous vivons maintenant, tout est digitalisé. Bon, ce qui fait que s'il n'y a pas, ça nous freine vraiment au niveau de l'éducation des enfants, l'épanouissement des enfants et tout. Un manque criard d'enseignants oblige souvent l'administration à jumeler les classes, regroupant 2 niveaux dans une même salle. Cette situation a un impact réel sur la qualité de l'enseignement et le suivi individuel des élèves. Du côté des infrastructures, de nombreux défis persistent. Absence et insuffisance de bancs. Beaucoup d'enfants sont contraints de rester debout ou de s'asseoir au sol. Pas de fontaine d'eau potable. Les élèves n'ont pas accès à une source d'eau saine durant la journée. Alimentation électrique inexistante. L'éclairage et l'équipement moderne sont impossibles à utiliser. Sol des classes endommagées. Fissures, déverses ou recul de matière rendent l'environnement inadapté. Plafond défectueux. La sécurité des élèves est mise en danger par les matériaux qui se délavent. Clôture périmétrique en ruine. La barrière n'assure plus la protection minimum du site scolaire. Un accident grave rappelle les conséquences alarmantes de ces carences. Une partie de la barrière est tombée sur un élève dernièrement, le blessant suffisamment pour qu'il soit hospitalisé 2 semaines. Cet épisode souligne l'urgence de la sécurité de l'environnement scolaire. L'école publique de Bayan souffre de défauts infrastructurels majeurs. Manque d'enseignants qualifiés, équipement scolaire insuffisant, absence d'électricité et d'eau potable et l'installation physique dangereuse. Ces déficits nuisent à l'éducation des élèves et mettent en péril leur sécurité. Un petit tour à l'école maternelle Fomessa dans le groupement Fomessa 2. Fondée en juillet 2019, l'école maternelle bilingue Fomessa est une jeune institution éducative dédiée à l'éveil et à la formation des tout-petits. Depuis sa création, elle est dirigée par une seule et même responsable, Madame Lovely Zimon, qui assure avec engagement la gestion pédagogique et administrative de l'établissement. Madame, bonjour. Bonjour. Nous sommes à l'école maternelle publique bilingue de Fomessa 2. Oui. Alors, pouvons-nous savoir en quelle année a été créée cette école? Merci pour la question. Je suis d'abord la directrice de l'école maternelle publique bilingue de Fomessa 2, Madame Zimo Lovely, épouse Nekou. L'école s'était créée le 9 juin 2019. Et alors, pouvons-nous savoir qui était la première directrice? Après la création, il voulait qu'on envoie quelqu'un. Parce que dès qu'on crée l'école, on envoie directement son encadreur. On avait envoyé Madame Chang Thérèse, mais elle a fait quelques mois seulement. On l'avait aussi affectée ailleurs. Et les mêmes années, on m'a affecté ici. C'était d'abord quelqu'un, l'école publique bilingue de quelqu'un. On m'a affecté ici.
Donc, Et pourrait sur dire mon que vous êtes décision, la première directrice de cet établissement. Alors, vous qui êtes la première directrice, quel est le système scolaire que vous avez implanté ici pour que ces jeunes enfants puissent s'en sortir, beaucoup plus les enfants de Fomessa? Dès qu'on a créé l'école, il n'y avait pas d'abord, on dit quoi? Les bâtiments. Les bâtiments. Il n'y avait pas encore les bâtiments. On fonctionnait dans un foyer Maroc. Et autant là, c'était des parents qui m'aidaient à gérer l'école. Mais cette année, on a conçu un bâtiment et grâce à Sa Majesté, Papa Kamini, qu'on a créé le bâtiment. Ça nous met à mettre à l'aise. Et avec ça, on gère avec le peu des enfants. Ils ne sont pas trop nombreux, mais c'est le peu. On a tout fait pour que les enfants soient à l'aise. D'abord, toute l'école, comme je vous ai dit, pour créer un toilette pour les enfants et beaucoup d'autres choses. Ici, vous avez pratiquement combien d'élèves? On peut parler de 40 élèves pour le moment. 40 élèves. Et de quelle section? En fait, je vais dire, est-ce qu'on parle de la prématernelle, de la maternelle pré-nurserie et également, je vais dire, nursery 1, nursery 2? Il y a nursery 1 et nursery 2, qu'on a dit que première section et deuxième section. Dès que l'enfant sort de deuxième section, elle part là-dessus. Alors, nous avons compris ça. Alors, maintenant, ouvrons cette étape des difficultés. Certainement, vous en faites face tous les jours. Alors, quelles sont les majeures difficultés que vous en avez ici au sein de votre école maternelle bilingue de Fomessa 2? On a vraiment, d'abord, en termes de difficultés de cette année, il y avait d'abord, on s'est dit que des difficultés créées par l'État. Il nous a donné un bâtiment sans certaines choses, sans l'eau, sans lumière. Et pour les autres, en dehors de l'eau, la lumière, tout va bien. Tout va bien. Parce que les élites m'ont aidé cette année à certaines fournitures de l'école. Oui. Ils ont acheté certaines fournitures de l'école. On était très contents, l'école était contente. Et si ça continue comme ça sera bien. Ça sera très bien. Il y a les difficultés de matériel didactique. Avec un effectif de 40 élèves, repartis entre le niveau nursery 1, nursery 2, petites sections et grandes sections, l'école offre un cadre adapté aux besoins de la petite enfance, où l'apprentissage se fait de façon progressive, bilingue et ludique. Cependant, malgré la volonté manifeste de l'équipe encadrante, l'école fait face à des difficultés majeures. Manque d'eau potable, compromettant les conditions sanitaires des jeunes enfants, absence de lumière, ce qui affecte le confort et la sécurité dans les salles de classe, surtout par des temps nuageux ou en fin de la journée. Pas de barrière de protection autour des établissements, exposant les enfants à divers dangers extérieurs. Malgré ces limites, les élites de la communauté se mobilisent pour soutenir l'établissement. Grâce à leur générosité, certaines fournitures scolaires sont prises en charge pour soulager les parents et garantir un minimum de matériel aux élèves. L'école représente un espoir éducatif promoteur pour la famille du groupement Fomessa 2 et mérite une attention particulière pour que ces fondations solides puissent se consolider dans les infrastructures plus dignes. Pas loin de l'école maternelle bilingue Fomessa, l'autre école maternelle plutôt catholique, l'école maternelle catholique bilingue Saint-Pierre. Située non loin de l'école maternelle bilingue Fomessa 2, l'école catholique bilingue Saint-Pierre se distingue par son ancrage dans des valeurs chrétiennes. Fondée en 2015 par le père Peter, cette école accueille aujourd'hui 80 élèves. Depuis sa création, l'établissement a connu une direction partagée entre deux responsables. Aujourd'hui, c'est la deuxième directrice qui est toujours en poste, assurant la continuité pédagogique et spirituelle de l'école. Madame, nous sommes ici à l'école catholique bilingue Saint-Pierre.
à l'école maternelle catholique bilingue Saint-Pierre. Très bien. École maternelle catholique bilingue Saint-Pierre. Bonjour madame. Vous êtes la directrice de cet établissement scolaire. Alors madame, pouvons-nous savoir en quelle année a été créé cet établissement scolaire? L'école a été créée en 2015 par Père Peter. Père Peter. Père Peter. Père Peter. Aujourd'hui, il est en Italie. Il est retourné en Italie pour continuer le travail. Oui, il est en Italie. Et ça continue comme vous constatez. Vous êtes le quantième directeur de cette directrice de cet établissement scolaire? Je suis la deuxième directrice de l'établissement. La première, c'était Madame Camille Huguette. Aujourd'hui, elle est à l'école primaire. Elle est affectée à l'école primaire. Et moi, je l'ai remplacée. Parce que j'ai eu à travailler longtemps avec elle. Je l'ai remplacée. Aujourd'hui, je suis à la tête de l'école. D'accord. Et nous voyons les enfants derrière nous. Vous en avez combien ici à l'établissement scolaire? Cette année, nous avons un effectif de... Nous avons une soixantaine d'enfants dans notre centre d'établissement. Répartis dans 2 salles de classe. À la première année et la deuxième année. La première année comporte 36 élèves et la deuxième là-bas, ils sont au nombre de 25. Comment fonctionne l'éducation ici? Bon, comme toute école, nous menons les activités de la maternelle, du fonctionnement Ils ont des activités qui suivent. Ils viennent à 7h30 et ils rentrent à 13h30. Avec des intermèdes, de la pause et l'éduquer. Comme ils sont à la maternelle, ils ont le temps de l'éduquer. Ça compte dans la journée scolaire. Très bien. Et maintenant, si on parle, quelles sont les difficultés que vous avez au sein de votre école maternelle? Les difficultés ne peuvent pas manquer parce que nous sommes dans une zone rurale. Par exemple, comme vous constatez, quand on parle du point repos, nous n'avons pas le point repos. Oui. Quand les enfants dorment, ils sont obligés de se coucher sur la natte. Comme vous voyez, la natte là-bas, c'est pour plusieurs enfants. Une natte pour plusieurs enfants, c'est pas facile pour nous déjà. D'autres se posent la tête sur la table. Et nous avons aussi un manque de bibliothèque. Nous n'avons pas de bibliothèque ici. Parce que la bibliothèque, ça compte beaucoup pour l'éducation des enfants. Vous voyez, il y a les jeux éducatifs et il faut passer peut-être par les livres de compte. Et les jeux aussi, ils sont en manque. Voilà nos difficultés. Donc, le matériel didactique. Nous avons le problème du matériel didactique. Grâce à son encadrement attentif et à son environnement bilingue, l'école Saint-Pierre offre aux tout-petits un cadre éducatif à la fois ouvert, structuré et riche en valeurs. L'autre école maternelle du groupement Fomessa 2 est l'école maternelle publique Bayon Fomessa 2. Créée en 2008, à ses débuts, les cours se déroulaient dans le foyer Mahop à Fomessa 2 en attendant la construction des bâtiments adéquats. Ce n'est qu'en 2015 que les infrastructures scolaires ont été érigées. La première directrice de l'établissement fut Madame Simecho Colette. Elle a été ensuite remplacée par Madame Dotougou Anne-Caroline, qui assure encore aujourd'hui la direction de l'école. Merci de nous avoir accueillis à l'école maternelle publique Bayon Fomessa 2. Merci. Alors, madame, cette école, elle a été créée en quelle année? L'école maternelle de Bayon Fomessa 2 a été créée en 2008. Bon, à l'époque, ça se tenait au foyer Maroc de Fomessa 2. Bon, ils ont intégré ici en 2015. Oui. Donc c'est depuis cette année que cette école a été transférée ici? Transférée ici. Okay. En 2008, lors de la création, qui était le premier directeur ou la première directrice? La première directrice fut Madame Sumatio Paulette. Et vous êtes la quantième? La deuxième. Alors, à qui avons-nous honneur aujourd'hui? À Madame de Tumugwe, Anne-Caroline. Alors, Madame Caroline de Tumugwe, alors comment se passe l'éducation au sein de l'école maternelle en mettant un accent fortement sur le nombre d'élèves que vous en avez au sein de l'école? Bon, quand j'ai été affectée ici en 2016, bon, l'effectif était bon, oui.
je pouvais avoir 50 élèves, mais après les problèmes qu'il y a eu dans la localité entre les Bayons et les Fomessa 2, bon, l'effectif ne fait que baisser. Ça baisse chaque année. Et nous avons ce problème d'effectif-là depuis cette période, oui. Donc aujourd'hui, on peut compter... Aujourd'hui, nous avons 16. 16 élèves. 16 élèves. Donc une perte de plus de la moitié des élèves. Plus de la moitié, plus de la moitié. Alors ça nous permet, et parlez-nous de difficultés au sein de votre établissement. Bon, les difficultés, il y en a plusieurs. Déjà, l'accès. L'accès, ici, là, c'est pas facile. Des parents disent d'abord que c'est loin. La distance, c'est loin de l'agglomération. Oui. Et puis, bon, la route aussi. La route n'est pas bonne. En saison de pluie, l'eau descend carrément sur la route. Donc, nous sommes obligés de transporter les enfants jusqu'à un niveau avant de les laisser. Puisqu'ici, les parents n'ont pas la notion d'aller chercher les enfants à l'école. Oui, effectivement. Ils n'ont pas encore cette notion. Pas cette notion. Je pense que si vous deviez avoir le problème de l'adduction d'eau. Oui, il y a aussi un problème d'adduction d'eau. Au départ, ça fonctionnait bien. Bon, à un moment, je ne sais pas si ça s'est bouché, je sais pas. Bon, j'ai essayé de faire réparer sans suite. Bon, il y a eu certains techniciens qui sont venus pour construire le bâtiment qui est à côté là. Oui. Bon, on dit que c'est une école publique, on ne sait pas. Ils ont retiré mon compteur carrément. J'étais là-dedans. Ils ont enlevé le compteur qui était là, qui ne fonctionnait même d'abord pas. Oui, effectivement. Oui, ils ont retiré le compteur. Il y a quelqu'un ici qui a fait un forage. Donc, ils ont mis le tuyau qui les alimentait directement. Ah. Et parlons de l'électricité. Parlons de l'électricité. Je n'avais pas de problème d'électricité jusqu'au mois de janvier. Notre compteur a été placé chez un voisin à côté là. Bon, quand je suis arrivée, le voisin m'a dit que la condition pour qu'on mette le compteur chez lui, c'était qu'il prenne la lumière sur mon compteur. Bon, là, je n'ai pas trouvé de problème. Je n'avais pas de problème d'électricité jusqu'au mois de janvier où elle a donné la lumière à quelqu'un. Donc, quand je passais, j'ai vu que quelqu'un était en train de travailler sur le compteur. Je suis allée, je l'ai interpellé immédiatement. Elle dit que non, c'est parce qu'il y a deuil. Mais depuis ce jour, j'ai problème d'électricité. Mais sinon, j'ai cherché un technicien qui va venir de temps à autre pour... Oui, ça, c'est un problème qui peut se résoudre peut-être au niveau de l'école. Ici aussi, j'ai un problème de clôture. Donc, si l'école était dans un enclos, on pouvait aménager un aire de jeu pour les enfants. Vous voyez, ce n'est pas fait parce que si je fais un truc là, ça va se gâter là. Par exemple, j'avais un mat-drapeau dehors là. J'avais fait fixer un mat-drapeau. Les enfants du quartier sont venus grimper là, ils ont balancé au point où ça s'est cassé. Donc, si on était peut-être dans un enclos, une barrière. Ou dans une barrière, oui. On pouvait aménager l'aire de jeu pour les enfants. Okay. Madame. Parlons des difficultés encore, les difficultés d'enseignants. Je vais vous dire que depuis 2016 que je suis ici, pratiquement chaque année, je prends je dirais des enfants, celui qui a peut-être le BPC, puisque l'État ne nous envoie pas d'enseignants, je les forme. Parce que quand je prends un enseignant, je dois d'abord le former. Chaque année, je dois former les enseignants. Bon, quand ils sont bien formés, ils partent ailleurs. Au moment de sa création, elle accueillait près de 50 élèves. Cependant, ce nombre a considérablement diminué avec environ 15 élèves actuellement.
L'établissement fait face à de nombreuses difficultés. Situé loin de l'agglomération, l'école est difficile d'accès en raison des routes impraticables. Elle ne dispose pas d'eau potable, ni d'électricité, ni même de clôture pour sécuriser l'espace. De plus, aucun espace de jeu n'est aménagé pour les enfants. L'école souffre également d'un manque criant d'enseignants qualifiés issus de la fonction publique. Dans le groupement Fomessa 2, la maternelle bilingue Fomessa trouve sa continuité à travers une initiative communautaire, le Government Community Primary School. Bien que cette école n'existe pas officiellement dans les registres administratifs, elle fonctionne bel et bien depuis 5 ans grâce à la détermination des parents d'élèves et à l'engagement des élites locales. Cette école primaire communautaire accueille actuellement 22 élèves repartis de classe 1 au cours moins 2. Son fonctionnement repose entièrement sur l'implication des parents qui assurent la gestion quotidienne. Les enseignants, en nombre insuffisant pour couvrir tous les besoins pédagogiques, sont rémunérés grâce aux contributions des élites du village. Malgré les efforts déployés, les conditions d'apprentissage sont particulièrement précaires. L'école ne dispose pas de bâtiments propres. Les cours se tiennent dans le foyer communautaire, sans accès à l'électricité, sans eau potable, ni d'installation sanitaire. Le manque d'infrastructures de base constitue un défi majeur, tant pour les élèves que pour les enseignants. Le cas de cette école met en lumière la résilience d'une communauté qui refuse de laisser ses enfants sans accès à l'éducation, tout en posant un appel urgent à l'État et aux partenaires du développement pour une renaissance et un soutien structurel à cette initiative. Une fois de plus, merci. Good morning. Good morning. This is a school, government oriented. You call it a parent school, bilingual parent school. Yes, the difference about this school and école maternelle bilingue Fomessa 2. Okay. Thank you very much. We are now in a community primary school. The community means it's a parent school. Yeah. A parent bilingual primary school Fomessa 2. Because it is the parents that are running the school. The functioning of this school is based on the parents, not on the state. Community primary school and maternelle is created. Yeah. This school has not yet been created. C'est-à-dire on n'a pas encore créé cette école. C'est l'école des parents. C'est les parents qui gèrent. Nous allons voir ici vous accueillez combien de personnes? Donc ça, plus de 22 élèves. Et ça va de quelle classe en quelle classe? Classe 1 jusqu'à moyenne 2. Donc, ils vont faire le 7. Il y a une qui va faire une 7 cette année. Cette année, très bien, bravo. Alors, comment est le système scolaire ici? Ou bien en fait, comment on fait pour améliorer? What are you doing to improve education to this school? Thank you very much for that question. As you said, it's a parent school. Yeah. We motivate the parents to pay fees. But it is through the fees, the PTA fees, that the parents pay, that we use in the running of the school. Without that motivation, even with the full effective, it is not been easy. So we motivate parents to send their children here. Since when you graduate from a bilingual nursery, it needs to go to a bilingual primary. Quand tu gradues, un enfant sort la maternelle bilingue, il faut continuer à imprimer un premier bilingue. La continuation. C'est que 5 ans que j'ai fait ici, voilà 5e année aussi que l'école s'est créée. Et comme nous sommes en train de voir derrière nous, les enfants sont en train de travailler de manière dispersée avec les gens. Ça montre un peu ce qu'on se fait. Vous êtes situé sur les difficultés, c'est-à-dire que vous permettez d'enseigner Comment savoir les difficultés de ce niveau d'établissement scolaire? Trop de difficultés. Si l'interview s'est passée à la maternelle sans descendre ici, dans mon cœur on dit qu'on n'avait rien fait. Parce que l'école a besoin de beaucoup de choses. Beaucoup. Il y a beaucoup que les élites intérieures et extérieures pour nous aider à faire. Parce que d'abord c'est un effort des parents. Mais je dis d'abord merci à certains qui ont commencé depuis l'année passée. C'est eux qui payent le salaire de la maîtresse. Depuis l'année passée, on payait le salaire de la maîtresse. Certains élites extérieures, même intérieures, étaient capables de faire ça. Même cette année, les parents ont commencé
et ils sont en train de finir cette année. Pour parler de la difficulté, il y a trop de difficultés, comme je vous ai dit, l'école n'est pas encore créée. Il faut un encadré, c'est ça qu'on dit? Oui. Il faut un encadré, il faut qu'on crée l'école pour que l'État puisse envoyer un directeur ou directrice pour gérer. C'est un fagot qui me dépasse déjà pour gérer maternelle et primaire aussi. Parce que vous voyez que c'est la même personne qui parle. Elle dit que je gère le maternelle et primaire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et là, une école qui quitte de la CIR jusqu'à pour moyenne 2 avec une enseignante. Ils étaient à 2. Elle vient de démissionner. Elle vient de démissionner à cause de l'argent. Manque de confiance. Elle ne croyait pas qu'on va payer jusqu'à la fin. Elle a laissé. Vous voyez que c'est d'abord une difficulté qui est trop. On n'a pas bâtiment, on n'a pas toilette, l'eau. Donc c'est des choses qui sont essentielles dans la vie. Et les parents, pour avoir confiance, pour envoyer les enfants aussi, n'est pas facile. Vous voyez que d'abord, il faut qu'on parle, on sensibilise les parents pour qu'ils envoient le peu d'enfants que vous voyez ici. Mais s'il y a tout... tous ces conforts, tous ces éléments, certainement l'éducation serait différente. Ça sera, oui, ça sera différent. Et les parents vont aussi avoir confiance. Que j'ai pris, que cette année, avant que l'année scolaire 2025-2026, que l'école-ci est créée. Que les élites font tout pour qu'on crée l'école-ci pour envoyer un encadré. Et tout cela, ça va aller. La foi chrétienne est aussi prépondérante dans la localité de Fomessa 2. Parmi les différentes confessions présentes dans la localité, l'école catholique romaine se distingue par un enracinement historique et spirituel. Située au carrefour Fomessa 2, la paroisse catholique connue sous le nom de Sainte Famille de Bayon est un repère religieux pour les habitants. Fondée en 1988 par Monseigneur Thomas Cuissy, cette église a connu une évolution marquante au fil des années. En 2014, la gestion pastorale de la paroisse a été confiée à la congrégation des Pères Capucins, marquant un tournant dans son organisation et son rayonnement. Aujourd'hui, la paroisse est dirigée par le curé Émile Defoe, membre de cette congrégation. Il est le tout premier curé issu de ses frères capucins à prendre la tête de cette communauté. Grâce à son engagement et à la ferveur des fidèles, la paroisse continue de croître. Padre, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à la paroisse Sainte Famille de Bayon. Merci de nous avoir accueillis. Alors, Padre, et cette paroisse que vous dirigez, pouvons-nous dans un premier temps connaître qui est le curé de cette paroisse actuellement? D'accord. Moi, c'est le Père Émile Nyoikifon, curé de la paroisse Sainte Famille de Bayon. Je suis un frère mineur capucin, la congrégation des frères mineurs capucins ici au Cameroun. Alors, la paroisse Sainte Famille de Bayon a été créée en 1988 par Monseigneur Thomas Kwesi, de vénérable mémoire. Oui. Alors, cette paroisse a été confiée aux frères mineurs capucins en 2014. Et le Père Pitatar fut le premier curé de cette paroisse en tant que frère mineur capucin. Donc, moi, je suis le troisième curé qui est un frère mineur capucin. Donc, si nous comprenons bien, ce sont les frères mineurs capucins qui gèrent la paroisse de Sainte Famille de Bayon. Alors, parlez-nous de la foi chrétienne au sein de cette paroisse. Vous le savez très bien, la mission de l'Église, c'est pour évangéliser, n'est-ce pas? Et il y a plusieurs manières d'évangéliser. Et le mandat que Jésus a donné à ses disciples, c'est d'aller proclamer la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est d'aimer. Aimer les uns et les autres. Maintenant, quel est le rôle de l'Église ici et partout? Le rôle de l'Église, c'est d'être là comme le pont, n'est-ce pas, qui relie les gens. Alors, nous sommes là et nous essayons maintenant
de semer cette graine d'amour entre les chrétiens et entre les gens, soit les païens, soit les gens des autres foi. Alors, il y a aussi le domaine de l'éducation. Et nous essayons, n'est-ce pas, le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, paix à son âme, il a dit dans son encyclique Fides et Ratio, la foi et la raison. Donc, quand on donne la foi, il faut aussi penser, n'est-ce pas, à l'éducation. Voici la raison pour laquelle nous sommes bien engagés en ce qui concerne l'éducation, la formation de nos enfants. Et nous essayons d'éduquer les enfants parce que c'est notre avenir. Alors, Padre, on peut estimer à combien de fidèles qui se baptisent au sein de votre paroisse chaque année? Quand on regarde le registre, on peut dire à peu près 50 fidèles et la plupart sont des bébés. Des bébés. Alors, nous allons terminer par ceci. Quelles sont les difficultés que traverse la paroisse Sainte Famille de Bayon sous la direction de vous? Vous savez, la vérité, souvent, c'est difficile de le dire, mais il faut avoir quand même le courage parfois de dire. Sans vous mentir, la réalité de notre village ici, vous le savez très bien, nous avons ici les Bayons et les Fomissa. Donc ça fait dans le sorte que la mission ici, je ne peux pas dire c'est difficile, mais c'est délicat. C'est très délicat. Et ça fait dans le sorte que, vous voyez, l'Église embrasse tout le monde. Donc nous avons ici les Bayons et les Fomissa. Maintenant, on fait l'effort d'être ensemble. C'est ça qui crée beaucoup de problèmes parce que ce sont les choses, quand on rentre dans l'histoire, on voit que c'est très délicat. Donc, le rôle de l'Église, c'est d'essayer de faire dans le sorte que nous pouvons vivre ensemble. Et c'est ça qui crée un peu des difficultés. Donc, on prend le temps. Vous savez, les blessures, ça se guérit avec le temps. Donc, on prend le temps, on va doucement, mais je suis sûr qu'un jour, ça va aller. Près de 50 nouveaux fidèles sont baptisés chaque année, témoignant du dynamisme et de l'enrichissement progressif de la foi catholique dans la localité. La paroisse Sainte Famille de Bayon incarne ainsi un lieu spirituel de rassemblement et de transmission des valeurs chrétiennes, jouant un rôle fondamental dans la cohésion sociale et le développement moral de la communauté de Fomissa 2. L'Église protestante évangélique du Cameroun à Fomissa 2, une présence historique et vivante. Dans le groupement de Fomissa 2, la foi chrétienne s'exprime également à travers la présence de l'Église protestante. Fondée vers les années 1962, est un pilier spirituel de la communauté. Le tout premier responsable de cette église fut l'évangéliste Naosi Joseph, qui a œuvré dans la paroisse de 1962 à 1973. Ce n'est que quelques années plus tard qu'un pasteur officiellement consacré viendra prendre la relève, marquant une nouvelle étape dans l'organisation ecclésiastique de cette communauté. Aujourd'hui, l'église compte environ 150 fidèles, dont 53 adultes, témoignant de son enracinement dans la population locale. L'actuel pasteur en service est le pasteur Chokontenganjui Nana Daniel, qui poursuit la mission de ses prédécesseurs avec engagement malgré des défis persistants. Monsieur le pasteur, bonjour. Bonjour, mon frère. Merci de nous avoir accueillis à la paroisse EEC de Bayon, Fomissa 2. Merci, bienvenue. Merci, monsieur le pasteur. Alors, monsieur le pasteur, en quelle année a été créée cette paroisse? Elle a été créée vers les années 1962. 62. Et qui officie en ce temps comme premier pasteur? Le premier évangéliste de cette communauté était Papa Naosi Joseph, qui a été en poste ici de 1962 à 1973. L'évangéliste Naosi Joseph. Donc, c'est pour ça que nous avons dit vers les années. Effectivement. Parce que pour qu'on place l'ouvrier, il faut d'abord
qu'il y ait un travail. Il faut qu'il y ait d'abord un travail de fond. Donc, et quand l'Église trouve que tout est réuni pour que l'ouvrier soit là, alors on affecte l'ouvrier. Donc, avant qu'il n'arrive, il y avait déjà un travail de fond. C'est pour ça que nous disons qu'elle a été créée vers les années 1962. Alors, on pourrait dire, après, en 1962, il y a eu plutôt un évangéliste. Oui, l'évangéliste. Alors, le pasteur commence à être dans cette paroisse en quelle année? Bon, parlant de pasteur, c'est quelques années plus tard. Parce que l'évangéliste est l'ouvrier de l'église évangélique du Cameroun. Oui. Donc du coup, quand il est envoyé, il travaille au fur et à mesure que la communauté croît. C'est quelques années plus tard. Parce qu'après lui, on envoie un délégué pastoral. Après le délégué pastoral, sur un autre délégué pastoral, c'est quelques années plus tard qu'un pasteur arrive dans la communauté, un pasteur consacré, si nous voulons dire ainsi. Oui. Mais tous à la base sont des ouvriers dans le champ de mission du Seigneur Jésus-Christ et ouvriers de l'église évangélique du Cameroun. Très bien, monsieur le pasteur. Parlons maintenant de l'église concrètement de Dieu. Ici, on peut estimer à combien de fidèles? Oui, dans nos registres, nous avoisinons près de 53 membres inscrits. Nous avons près de 100 enfants qui visitent notre église. Donc, on peut environner les âmes à près de 150. Mais les adultes sont presque 53 dans notre registre actuellement, notre registre chrétien. Oui. Alors, nous allons terminer par ceci. Certainement, votre paroisse fait face aux difficultés. Et quelles pratiquement? La première difficulté est liée au plan spirituel. Les mamans sont un peu fatiguées, tellement fatiguées. Puisque la communauté est un peu vieillissante. Du coup, nous prions le Seigneur toujours pour qu'il puisse donner que de nouvelles personnes puissent venir adorer Dieu avec nous. Sur le plan matériel, la seconde difficulté que nous rencontrons, nous pouvons élaguer plusieurs volets. Par exemple, vous voyez, derrière nous, le temple n'est pas encore fini. Oui. Le temple n'est pas encore fini, malgré les efforts de nos chrétiens, d'une famille, la famille Ndjanjo, si je peux citer le nom, qui s'est donné toujours beaucoup d'efforts pour que ce temple puisse finir. Jusqu'à présent, le temple n'est pas encore fini. Après le temple, on regarde les bancs. Après ces bancs, nous pouvons rentrer au niveau du presbytère. Nous pouvons dire pratiquement qu'il n'y a plus de presbytère. À l'époque de nos pères, l'évangéliste Naossi Joseph, nous disons que ce presbytère était meilleur. Mais avec le temps, avec l'évolution, vous avez constaté que ce presbytère est même déjà tombé, donc ça se détruit progressivement. Oui. Donc, nous avons l'urgence d'un presbytère pour accueillir l'ouvrier, parce que nous savons que pour mieux réfléchir, il faut mieux dormir parfois. Très bien. Dormir dans de très bonnes conditions. L'autre difficulté que nous avons est liée au terrain de l'église. Les riverains, chaque fois, se battent pour empiéter un peu sur ce que nos pères, sur ce que les papas de cette localité, avec foi, ont légué à l'église évangélique du Cameroun. Voilà quelques difficultés notoires que nous rencontrons dans le champ de mission, dans notre paroisse. En effet, la paroisse est encore en construction. Elle fait face à plusieurs difficultés matérielles, notamment l'absence de presbytère, un nombre limité de chaises pour accueillir les fidèles et un manque de renouvellement générationnel, car la majorité des personnes engagées dans la vie de l'Église sont des personnes de troisième âge. Malgré ces défis, l'EEC de Bayon-Fomessa 2 demeure un lieu de culte actif, un espace de communion et de foi, porteur de l'espoir
pour les générations futures. Son histoire et sa persévérance en font un acteur important de la vie religieuse et sociale de Fomessa II. La vie traditionnelle à Fomessa II, une organisation sociale structurée autour des chefferies. Dans le groupement Fomessa II, la vie traditionnelle demeure profondément ancrée dans le quotidien de la population et s'impose comme la base de l'organisation sociale. Cette vie communautaire s'exprime principalement à travers des chefferies traditionnelles, garantes des us et des coutumes, de la médiation sociale et de l'identité culturelle. Le groupement compte plusieurs chefferies de 3e degré, toutes rassemblées sous l'autorité de la chefferie centrale, la chefferie supérieure Fomessa II, classée chefferie de 2e degré. Elle joue un rôle central dans la coordination des affaires traditionnelles et dans le maintien de l'ordre communié à l'échelle du groupement. Parmi ces chefferies de 3e degré, on retrouve la chefferie du village Ndomla, également située dans le groupement Fomessa II. Cette chefferie est placée sous l'autorité de la chefferie supérieure de Fomessa II et est dirigée par la dynastie Ndjatchou qui en assure la gouvernance depuis plusieurs générations. À ce jour, 6 chefs traditionnels s'y sont succédés, perpétuant ainsi la tradition ancestrale avec fierté et engagement. Le village Ndomla compte une population de près de 400 habitants. Les activités économiques sont essentiellement rurales. Agriculture, pêche et chasse constituent les principales sources de subsistance des habitants. Cette organisation sociale, fondée sur les valeurs de la solidarité et du respect des anciens, confère à la communauté une stabilité et une identité forte. Alors, Sa Majesté, et quelle est la dynastie qui dirige votre chefferie et vous êtes le quantien-chef de cette chefferie? Je suis, il y a une double Ndjatchou, il y a Douani, il y a Monka, il y a Wassum, Gangue et moi. Ça, c'est... 6e, 7e. 6e, donc vous êtes la 6e, vous êtes le 6e chef. Oui, en dehors de tout ce que, voilà au moins les noms que je peux. Oui, 6e, 7e. Voilà. Effectivement, c'est déjà très bien, Sa Majesté. Le village Ndomla a-t-il une particularité, peut-être culture, danse, quelque chose qui le rend différent des autres villages de Fomessa II? Non, vous savez, nous sommes d'abord une chefferie de 3e degré, et qui dit une chefferie de 3e degré est d'abord sous la puissance de la chefferie de 2e degré. Et cela part d'une certaine volonté des parents que je ne peux pas développer ici. C'est une forme de, si on peut appeler, colonisation, dont les 3e degrés sont des subalternes. Et quand on est soumis au supérieur, tout ce qui regorge la tradition qui vous est attribué sont d'office attribués à la chefferie supérieure. Effectivement. Donc ici, quand nous sommes aujourd'hui, le jour de la réunion des notables et des chefs de 3e degré dans la cour, dans la chefferie supérieure. Et au vu de cette dépendance que je peux appeler la subordination de la hiérarchie, comme on dit dans l'administration, nous sommes donc soumis à cela et nous y rendons, ce qui fait que tout ce qu'il y avait en termes de particularité, ça se passe dans la chefferie supérieure. On comprend très bien. Mais il y a quelques différences que dans on peut avoir droit à la réunion, organiser les gens, faire des blocs, des réunions dans le village. Mais en ce qui concerne la tradition, des groupes de danse traditionnels, quand bien même elles soient dans le village, cela s'initie à la chefferie supérieure sous sa dirigeance. Très bien, Sa Majesté. Alors, parlons un tout petit peu de votre population. La population peut être estimée en faisant le prorata
on peut estimer la population à 300-400 habitants. Et il faut vous rappeler, nous devons nous rappeler que la chefferie Ndoula a été victime de la rébellion de l'époque de 60, de la guerre de l'indépendance. Et ce qui a donc obligé le chef supérieur à regrouper, à créer le regroupement dans lequel nous nous trouvons, l'emplacement actuel. Et au-delà de tout ce que nous pouvons avoir dans la localité ancestrale, dans la zone ancestrale, tout a été transféré dans la zone de regroupement afin de mieux nous protéger contre les rebelles des revendications de 1960, de 57 à 60 et plus. Donc, comme on peut dire, la population donc déjà imbriquée, on ne peut pas spécifiquement donner un chiffre, mais on estime que en faisant la part des choses et avec une certaine délimitation, donc on peut prendre l'appartenance définitive en attendant qu'il y ait réhabilitation dans la zone du Vif sortie. Nous pouvons être estimés à 304-500 habitants. De quoi vit-elle cette population, la dernière question? Essentiellement de l'agriculture qui taille la part de Lyon dans ce que nous sommes, la population de Ndoula en particulier et le groupement Famille SADE est victime d'une séquestration administrative. Alors, le décret du chef de l'État, dans son article 2, précise que l'arrondissement de Pékin est modifié en conséquence. Oui. Nous avions été navrés, pour ne pas dire, je dis navrés de la part des autorités administratives et surpris également qu'ils viennent sous la démagogie d'un certain nombre de nos frères camerounais qui entretiennent le tribalisme, nous faire comprendre que le décret, le village dit, ou le groupement dit Bayon-Fomé, ça n'existe pas dans ce Cameroun. Et il existe Bayon à part et Fomé SADE à part. Ce qui crée maintenant de l'ambigu, tout un désordre. Pas d'ambigu, tout un désordre dans le village. Un village qui a été sous le contrôle du chef de district de Bangwa jusqu'à date. Et c'est comme ça qu'un certain frère de tous les sens, qui a été nommé en 1994, parce que c'est à la même année que l'acte de désignation de mon père, mon feu père, fut signé par le préfet Amadou Vendjedou comme chef de 3e degré de village Ndoula. Et il signe également l'arrêté de frère feu père à son âme, tous deux sont décédés, de M. Abenjan comme chef de village Bayon, mais relevant de l'arrondissement de Kékem. Il ne tient pas compte de la modification subséquente administrative. Dans l'honnêteté, dans leur rôle d'impartialité, disent que, ok, le décret du chef de l'État est irrévocable et incontestable. La chefferie Chilé, une chefferie traditionnelle du groupement Fomé SADE. La chefferie Chilé est l'une des chefferies traditionnelles du 3e degré du groupement Fomé SADE, située dans la région de l'Ouest Cameroun. Elle est placée sous l'autorité de la chefferie supérieure du Fomé SADE, à laquelle elle est traditionnellement et administrativement attachée. Actuellement, la chefferie est dirigée par Sa Majesté Mouanka Joseph, le 3e chef issu de la dynastie Mouanka, qui assure la continuité de la tradition et le leadership au centre de la communauté. Officiellement homologuée en 2016, la chefferie Chilé compte environ 1000 habitants.
Sa population majoritairement rurale tire ses principales ressources de l'agriculture, notamment de la culture du café, du cacao, des palmiers en huile, ainsi que des produits maraîchers. Ces activités constituent l'essentiel de l'économie locale et participent activement au développement de la communauté. La chefferie Chilé reste un symbole fort d'identité, de culture et de cohésion sociale pour les populations du groupement Fomesa 2. Majesté, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici à la chefferie du village Chilé. Ok, Ta Majesté. Oui. Alors, que signifie Chilé? Chilé, un peu, s'il faut faire un flashback sur l'origine du Cameroun. C'est qu'au moment, au temps colonial, les colons, en traversant le cours d'eau appelé aujourd'hui Chilé, qui donne le nom de mon village, ils ont constaté qu'il y avait une certaine présence d'animaux aquatiques. Des insectes aquatiques, je crois bien. Traditionnellement, on dit l'iléichi. Alors, ces colons, pour identifier le lieu, ont posé la question aux riverains. Comment s'appelle ces cours d'eau? On a dit Chililéichi. Et eux, ils ont écrit Chilé, d'où est venu le nom du village Chilé, dans le groupement Fomesa 2. Tout comme le groupement Fomesa 2, c'est une déclinaison de Encho. Il y a eu Fuencho, et puis le colon a écrit Fomesa. C'est d'où le nom Fomesa. Chez nous, on dit Encho, on dit Sialo, Encho, on dit Dameni. Et ça, c'est l'origine même de cette appellation aujourd'hui, Fomesa 2. Cette chefferie dont vous êtes le chef, elle est dirigée par quelle dynastie et vous êtes le ancien chef? C'est pour le village, le troisième chef, le premier plan, le tout premier fondateur de cette chefferie s'appelait Moni Mouanka. Moni Mouanka, en mourant, a placé Némaleux. Némaleux, en partant, m'a laissé le tronc. Donc je suis comme ça le troisième chef. Et comment s'appelle votre nom aujourd'hui, Sa Majesté? Mon nom, c'est Nzoso Osam. Majesté Nzoso Osam Mouanka, Joseph. Majesté, parce que je suis chef du village Chilé. Et Nzoso Osam, parce que j'ai le deuxième diplôme de deuxième degré de la culture Bamileke. Je parle et j'écris la langue Féfé. Et je fus le premier de l'édition 2022. Vous êtes un ambassadeur de la culture Bamileke. C'est ça. Très bien, Sa Majesté. Ça fait beaucoup d'innovation pour vous et pour le village Chilé. Alors, Sa Majesté, parlons de votre population. On peut la dénombrer au nombre de combien? Actuellement, je crois que nous pouvons atteindre 1000. Et de quoi se nourrit cette population? Ah oui, comme même le climat nous est trop favorable, ici, on peut vivre de tout. Tout est bien. Tout ce qu'on cultive ici donne. Mais les principales activités, c'est la culture du cacao, du café, du palmier à huile. Parlons de produits industriels, le café sans bien le café. Parlons de produits industriels. Mais sur le plan maraîcher, si on essaie tout ici, ça peut aller. Moi-même, je le dis parce que je vis cela. Donc, ici, celui qui expérimente le piment, la chou, les condiments, ça peut aller, il peut trouver son corps. Donc on peut dire que la terre de Chilé, qui est un village de Fomesa, qui est un village du groupement Fomesa, est une terre arabe. Très arabe. Oui. Alors parlons d'un autre côté, ici nous parlons de la culture. Alors quelle est la particularité culturelle qui fait la différence du village Chilé et des autres villages de Fomesa? Compte tenu du fait que nous sommes tellement liés à la chefferie supérieure que même nos éloges, nous acceptons les mêmes éloges que la chefferie supérieure. Donc,
nous sommes liés d'une manière culturelle et d'origine. Donc ici, il suffit simplement de dire Encha pour que la personne sache pourquoi vous êtes en train de le dire. Voilà. Aujourd'hui, c'est un jour sacré. Aujourd'hui, on pense à nos ancêtres, on pense à nos origines. Et ce qui fait que un naturel, un originaire de Fomessa 2, aujourd'hui, n'a pas le droit de tenir la machette ou la roue pour aller au champ. Ah, donc ce jeudi particulièrement est un jour interdit dans le village Fomessa, également dans le village, dans le groupement Fomessa et dans le village Chilé. Et en même temps, c'est un jour du marché. Bien, la confusion ne devrait pas être faite. Nous sommes les pays Bamileke. Ici, les jours traditionnels varient parce que la semaine Bamileke a 8 jours. Et que ça varie. La semaine prochaine, le lien que nous vivons aujourd'hui, ça sera plutôt le vendredi. Et c'est comme ça que c'est rotatif. Chaque semaine. Ah oui, effectivement, c'est rotatif. Donc, on pourrait dire, la semaine prochaine, ça ne sera pas jeudi, ça sera plutôt vendredi. La chefferie Mentchep, une identité culturelle au cœur du groupement Fomessa 2. Située dans le groupement Fomessa 2, la chefferie Mentchep est une chefferie de 3e degré. Elle est placée sous l'autorité de la chefferie supérieure Fomessa 2, une chefferie de 2e degré à laquelle obéit et qu'elle soutient activement. D'ailleurs, le nom Mentchep signifie littéralement la chefferie qui soutient la chefferie supérieure Fomessa 2, un symbole fort de solidarité et de loyauté traditionnelle. La chefferie Mentchep est aujourd'hui dirigée par Sa Majesté Tchatchoua Alexandre, le 6e de la chefferie Nzelumenko, nom dérivé du premier chef fondateur. Fait notable, la chefferie Mentchep est l'une des premières chefferies à avoir existé avant même l'établissement de la chefferie supérieure de Fomessa 2. Officiellement homologuée le 8 septembre 2016, la chefferie Mentchep se passe sa riche tradition et son attachement aux valeurs culturelles locales. Elle compte environ 100 habitants, vivant principalement de l'agriculture de subsistance, activité essentielle qui rime le quotidien et soutient l'économie locale. À travers sa structure, son histoire et son symbole, la chefferie Mentchep demeure un maillon important du patrimoine traditionnel du groupement Fomessa 2. Sa Majesté, cette chefferie, elle existe depuis, au fait, quelle est la dynastie qui dirait cette chefferie et depuis combien de temps? La chefferie Mentchep, c'est une première chefferie du 3e degré dans l'arrondissement de Fomessa 2, dans le groupement de Fomessa 2. Depuis la création de Fomessa 2, ça c'est une première chefferie. Donc Fomessa 2 a eu toujours à vivre avec cette chefferie depuis la création de ce village Fomessa 2. Et tout en disant de maintien, donc vous voulez connaître l'explication de maintien, selon comme mes parents nous ont dit, ça dit de la chefferie qui soutient, c'est lui qui tient vraiment la chefferie Fomessa 2 en main. Donc il fut le premier à s'installer avant que la chefferie Fomessa 2 s'installe même. Donc Fomessa 2 s'est détaché sur lui. C'est lui qui est le moteur et il a pris le nom Mentchep pour dire que c'est lui qui est en bas en train de soutenir la chefferie Fomessa 2. Oui. Donc ça c'est son explication que... L'explication de Mentchep. Et quelle est la dynastie qui dirait cette chefferie et vous êtes le 40e chef? Je suis justement le 6e et que je peux en citer tout ce qui s'est passé. Le premier fut le premier chef dans Mentchep était le premier chef dans Mentchep fut Tchatchoua Ngonchak. En fait, moi maintenant qui suis Tchatchoua aussi. Un autre Tchatchoua qui dirige aujourd'hui. Donc je viens en 6e position dans cette chefferie du 3e degré Mentchep. De Mentchep.
Alors, la population de Mentiem que vous dirigez, elle se nourrit de quel type de culture? Bon, généralement, on vit l'agriculture, on se bat, banane plantain, huile de palme, un peu de cacao, et c'est un peu d'élevage. C'est là où on vit. Ça, on vit de ça. Alors, et cette population, on peut la dénombrer au nombre de combien? 500 habitants de mon quartier, hein, parce que généralement c'est mon quartier qui est sur le grand quartier dans Foumé-Sadé. Puisque c'est elle-même qui soutient la chefferie du Foumé-Sadé. Alors, y a-t-il une particularité en Mentiem, peut-être une sorte de danse, une sorte de culture qui ne se retrouve pas dans d'autres quartiers de Foumé-Sadé, dans d'autres villages de Foumé-Sadé? Je sais que bon, dans mon quartier, siège une réunion non amicale qui ne se trouve pas dans d'autres quartiers, dans Foumé-Sadé. Oui. Et c'est la réunion auquel le chef Foumé-Sadé aussi a donné beaucoup d'encouragements dans ça. Parce qu'à base de ces réunions, il mise beaucoup aussi dans certains besoins. Les autres chefferies de 3e degré du groupement Foumé-Sadé. Le groupement Foumé-Sadé compte, en plus de sa chefferie supérieure, plusieurs chefferies traditionnelles de 3e degré qui jouent un rôle essentiel dans la préservation des valeurs culturelles et de la gestion locale des communautés. Parmi elles, la chefferie Pouanka, placée sous l'autorité de Sa Majesté Ndjentche Tafé, la chefferie King Place, dirigée par Sa Majesté Pouassi Zachary, la chefferie Mendi, conduite par Sa Majesté Djoukouendi Christophe. Ces chefferies, bien étant de 3e degré, demeurent des institutions essentielles dans l'organisation sociale du groupement Foumé-Sadé. La chefferie supérieure Foumé-Sadé, un symbole de tradition et d'harmonie dans l'arrondissement de Bawa. Reconnue comme l'une des influentes de la région, la chefferie supérieure Foumé-Sadé est une chefferie traditionnelle de 2e degré située dans l'arrondissement de Bawa. Véritable centre d'autorité coutumier et joue un rôle majeur dans la régulation sociale, la conservation des valeurs traditionnelles et la promotion du développement local. Depuis 2016, elle est dirigée avec sagesse et dévouement par Sa Majesté Kamini Moalo François, ancien roi de la dynastie Nche. Sa succession au trône marque une continuité historique culturelle ancrée dans la transmission intergénérationnelle du pouvoir traditionnel. À travers son leadership, la chefferie incarne des valeurs fondamentales de la tradition, de l'harmonie sociale, du progrès de l'économie et du vivre ensemble. Elle s'impose ainsi comme un modèle de stabilité et de cohésion au service de la population et du patrimoine culturel du groupement Foumé-Sadé. Les villages voisins du groupement Foumé-Sadé. Le groupement Foumé-Sadé, situé dans l'arrondissement de Bawa, est entouré de plusieurs villages du groupement avec lesquels il entretient des relations de proximité géographique, sociale et culturelle. Au nord, il est bordé par le village Fonti. Au sud, il partage ses limites avec le groupement Foumé-Sadé 1, avec lequel il entretient des liens historiques étroits. À l'est, il est le voisin du village Foyavé. À l'ouest, il est frontalier avec le groupement Keken, l'un des grands ensembles traditionnels de la région. Cette situation géographique stratégique confère au groupement Foumé-Sadé un rôle central dans les échanges coutumiers, économiques et communautaires au sein de l'arrondissement de Bawa.